bienvenue dans Avocat, la seule émission qui vous conseille avec toutes les questions que vous pouvez poser bien sûr à tous nos avocats présents en plateau dans toutes les matières du droit. Pour avoir la liste de nos avocats, savoir quelles questions poser, pour un petit peu vous aider également, vous orienter, rendez-vous dès maintenant sur le www.avocat.net. Nos avocats, ils sont là, ils sont beaux, ils sont grands. Ils sont forts, j'ai envie de dire également. Et on vous les présente tout de suite, à commencer par le droit immobilier, incarné aujourd'hui par maître Julien Semeria, avocat au barreau du Val d'Oise. Salut Julien. Bonjour Yves. Bienvenue. Merci. À vos côtés, maître Sonia Oulad Ben Saïd, également avocate au barreau du Val d'Oise pour le droit administratif. Bonjour Sonia. Bonjour Yves. Et puis à côté de Sonia, celui qui est venu en moto. Maître Éric Docomont, qui nous parle de droit routier, bien sûr. Et on se régale avec des réponses très concrètes. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Eh bien justement Éric, on commence pas avec vous. On va tant commencer pis. avec Sonia. Tiens, on va changer un petit peu, on va être galant. On va parler un petit peu de droit administratif avec une question qui nous a été adressée sur le www.avocat.net pour vous Sonia. Pour vous. Je suis fonctionnaire territorial et je suis convoqué devant le conseil de discipline. Aïe aïe aïe. Quels sont mes droits ? Les fonctionnaires qui nous écoutent et qui sont convoqués devant un conseil de discipline, on peut quand même se défendre, agir. Qu'est-ce qu'on va faire en fait ? Bien sûr, on peut se défendre Bien et sûr. agir, et bien sûr, il faut le faire. Alors, ce fonctionnaire territorial, avant de recevoir sa jolie convocation au conseil de discipline, a dû être rendu destinataire d'un rapport qui a été établi par son supérieur hiérarchique sur les faits qui lui sont reprochés et qui justifient aujourd'hui qu'il soit présenté devant le conseil de discipline. Alors, le conseil de discipline, il faut le savoir, n'est pas automatiquement saisi à la suite d'un rapport. On ne le saisit que lorsque l'on se situe et lorsque le fonctionnaire territorial encourt des sanctions du 2e ou du 3e groupe. Ce sont les rétrogradations, des exclusions particulièrement longues. Donc c'est quand on a fait des fautes, en fait, c'est ce qui correspond dans le privé à une faute qui entraînerait un licenciement quelque part. Voilà. C'est pour sanctionner les exactement, erreurs des fonctionnaires. Exactement. Il existe plusieurs groupes, effectivement, de sanctions. Et lorsque la sanction est encourue, se situe dans le 2e ou le 3e groupe, le supérieur hiérarchique qui a établi le rapport est obligé de saisir le conseil de discipline pour avis. Il ne s'agit que d'un avis consultatif. Alors, ce fonctionnaire reçoit la convocation 15 jours avant la tenue du conseil de discipline. Quels sont ses droits ? Premièrement, il a tout à fait il a tout à fait le droit de consulter son dossier. Donc, il se rend dans son administration, consulte son dossier pour pouvoir préparer son audition par le conseil de discipline. Il ne se présentera pas seul s'il a la possibilité d'être assisté soit par un avocat, soit par le membre d'un syndicat, qui pourra être à ses côtés lorsqu'il sera auditionné par le conseil de discipline. D'accord. Il a tout à fait la possibilité de faire citer des témoins présents lors des faits qui lui sont reprochés. Il a également la possibilité de faire des observations écrites ou des observations orales à l'issue ou pendant le conseil de discipline. Lorsque le conseil de discipline aura rendu son avis, qui sera soit un avis favorable à la proposition de sanction, soit un avis défavorable à la proposition de sanction, le fonctionnaire en sera avisé. Et la deuxième étape, le supérieur hiérarchique va prendre une sanction. Il peut très bien suivre l'avis du conseil de discipline ou ne pas suivre l'avis du conseil de discipline. Que notre fonctionnaire ne se décourage pas parce qu'à compter du moment où il a connaissance de la sanction, il a un délai de 2 mois pour contester cette sanction, le cas échéant directement devant le tribunal administratif ou devant le conseil de discipline de recours. Donc des droits qu'il doit utiliser. Malheureusement, peu de fonctionnaires sont avisés de ces droits ou osent avoir recours à un conseil dans le cadre du conseil de discipline, mais je le recommande vivement. Donc en tout cas, il y a quand même de la marge avant d'être sanctionné concrètement, si je comprends bien. Il y a si j'entends plusieurs bien. étapes. Il y a plusieurs étapes, c'est à plusieurs niveaux. Il y a quand même des gens qui sont sanctionnés parce qu'on a l'impression qu'on va échapper à la sanction parce qu'il y a Elle faut finit plusieurs par arriver, conditions. effectivement, mais au bout d'un certain délai. Et donc on peut prendre un avocat ou un conseiller, donc dès la première étape, même dès la consultation du dossier. Dès la consultation dès le départ, du dossier, on bien a sûr. le droit évidemment d'être assisté ou représenté. Exactement. Merci beaucoup, ma chère Sonia. Et donc, bon courage en tout cas à notre téléspectateur. Voilà, vous connaissez exactement ce qui va vous arriver, la marche à suivre, que faire. Et en tout cas, défendez-vous. Et vous avez la possibilité de le faire avec également un conseil. À vos côtés, on va parler de droit immobilier, voilà, avec notre ami Julien Semeria, avocat barreau du Val d'Oise. On a beaucoup de questions en droit immobilier. Beaucoup de gens nous interrogent sur des problèmes immobiliers parce que c'est assez technique comme matière finalement. Et on a peur parfois de rater des délais, de ne pas savoir exactement quoi faire. Alors voici la question qu'on vous a adressée. Un voisin m'a dit que le syndic voulait ravaler notre immeuble.
Je ne suis pas d'accord, ça va me faire encore des frais. C'est vrai que parfois ça coûte cher, ça dépend de l'immeuble. Et puis c'est pas vraiment des tantièmes que l'on a, ça peut assez vite chiffrer. Alors que puis-je faire? Il n'est pas d'accord, il ne veut pas de ravalement. Et le syndic dit on va ravaler. Alors il faut qu'il ravale sa fierté peut-être, mais je ne sais pas. Alors il y a une partie de la phrase que vous avez citée, Yves, qui me gêne. C'est « je ne suis pas d'accord ». Je ne suis pas d'accord. Si j'ai bien compris la question, ce monsieur est copropriétaire. Quand on est copropriétaire, on dépend d'une assemblée générale des copropriétaires. Donc les décisions ne se prennent pas seules, malheureusement, mais dépendent d'un vote d'une assemblée générale des copropriétaires. Donc il devra nécessairement y avoir une réunion de cette assemblée générale, à l'issue de laquelle une décision sera prise sur un ravalement ou non de la façade de l'immeuble. En ce qui concerne, il y a une réglementation particulière sur les ravalements de façade qui est obligatoire tous les 10 ans. Mais il faut distinguer selon le type de ravalement. On parle des immeubles, parce que... Évidemment, on parle bien des immeubles. Maquillage, à part ça, mais qui est complètement différente et qui Je me contenterai des immeubles. Je me contenterai des immeubles. Il y a les ravalements sur injonction de la mairie. C'est la commune qui fait injonction au syndic de ravaler la façade parce qu'elle n'est pas conforme avec les autres façades de la commune. Et dans ce cas-là, le syndic a l'obligation d'aviser chacun des copropriétaires de cette injonction et d'organiser dans les meilleurs délais, une assemblée générale des copropriétaires pour soumettre au vote ce ravalement avec une majorité qui est celle, c'est un petit peu technique, mais de l'article 25 de la loi de 1965, qui est la majorité absolue donc l'ensemble des copropriétaires. Tous les copros ont au moins entendu une fois cette oui, loi, ne serait-ce qu'à l'Assemblée quand il faut voter quand même. Exactement. Deuxième type de ravalement, c'est le ravalement d'entretien. C'est le cas typique de la façade où il apparaît quelques fissures qu'il faut malheureusement entretenir et donc il faut voter un ravalement. Donc là encore, c'est soumis à un vote de l'Assemblée générale de ces copropriétaires avec un quorum qui est différent, qui est celui de l'article 24. C'est donc la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Donc une autre majorité. Et le dernier type de ravalement, c'est le ravalement typiquement esthétique, d'embellissement. On va mettre la belle faïence avec des jolies fleurs sur la façade. Là encore, c'est soumis au vote d'une assemblée générale des copropriétaires avec une majorité qui est différente, celle de l'article 26 cette fois, qui est beaucoup plus compliquée à obtenir, donc le ravalement qui peut ne pas être voté dans ce cas-là. Donc pour conseiller notre téléspectateur, lui, il n'est pas d'accord. La seule chose qu'il a à faire, c'est se rendre à l'assemblée générale qui sera nécessairement organisée par le syndic et puis voter contre, en espérant qu'il ait des petits voisins également copropriétaires qui se rallient un peu à sa position et qui votent également contre. Et si ce n'est pas le cas et que c'est voté, malheureusement, il y aura des appels de fonds et il n'aura pas d'autre choix que de payer ce que lui réclame le syndic. À défaut, il s'expose à d'autres difficultés. Ah oui. Alors, il vote non et puis il peut contester quand même. Il a la possibilité de contester dans un délai de 2 mois devant le tribunal de grande instance, solliciter l'annulation de la résolution. C'est toujours possible. Parce qu'on peut peut-être dire que si on n'a pas les finances, c'est vrai, après tout, on peut être copropriétaire et ne pas avoir beaucoup d'argent, on ne peut pas payer ce que ça va coûter. Donc ça peut être peut-être un motif, en tout cas, pour contester. Oui, mais donc, ça veut dire aller au-delà d'une décision qui a été prise par la majorité des copropriétaires. D'accord, donc en tout cas, on a bien compris qu'il y a 3 types de ravalements qui entraînent différentes majorités dans les votes. Et s'il n'est pas d'accord, il vote non, ou alors il essaie un petit peu de rameuter les voisins autour de lui pour avoir une majorité. Mais ce n'est pas évident, parce que souvent, on est quand même content de ravaler son immeuble, ça crée un peu de valeur ajoutée, de plus-value. Et voilà. Merci beaucoup, mon cher Julien. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être ravalé, pas du tout. C'est notre ami Éric Delcomont. Maître Éric Delcomont, avocat barreau de Paris, qui nous parle de droit routier. Oui. Et là aussi, il y a plein de contentieux, il y a plein de petites questions aussi, puis il y a beaucoup de rumeurs aussi qu'on lit sur Internet, des choses fausses. Et donc, c'est bien de mettre un peu d'ordre, et vous mettez un petit peu d'ordre, avec une question qui est la suivante, qui vous est adressée sur le www.avocat.net. La voici. On m'adresse un PV suite à une infraction commise par ma voiture. Jusque-là, c'est un peu normal. Sauf que je n'ai jamais été sur le lieu de l'infraction, je ne comprends pas, que faire, c'était pas moi, je comprends rien. Oui. Et ça arrive de plus en plus souvent. Vous vous dites, nos téléspectateurs se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Soit je suis allé là et c'est logique que j'ai pu être verbalisé, c'est par exemple si j'ai fait un excès de vitesse ou un PV de stationnement, pourquoi pas ? Soit j'y étais pas, mais pourquoi dans ce cas-là je serais poursuivi ? Vous pouvez être poursuivi, je dirais, pour 2 raisons majeures. La première, c'est qu'il y a une erreur du policier qui verbalise. Par exemple, il relève une voiture en infraction au stationnement et il se trompe sur le numéro. Donc, c'est votre numéro qui est sorti, vous êtes le regagnant, alors qu'en fait, ce n'était pas votre voiture qui était mal garée. Bon, ça arrive, l'erreur est humaine, ce sont des choses qui sont toujours arrivées, mais c'est très, très rare. Deuxième option qui est valable également, que ce soit pour un PV de stationnement ou
pour un PV constaté par un appareil automatique, un radar, un feu rouge, avec des appareils qui prennent des photos, mais qui n'arrêtent pas, bien sûr, les automobilistes et qui ne permettent pas de les identifier, hélas, dans notre cas, c'est quelque chose qui est en train de devenir un sport national. Quoi donc ? Depuis que les pouvoirs publics, depuis une dizaine d'années, ont décidé de privilégier les contrôles automatiques sur les contrôles avec interception, là je parle d'excès de vitesse, de feu rouge, à une époque, de façon très majoritaire, policiers et gendarmes interpellaient les contrevenants, identifiaient les contrevenants immédiatement, verbalisaient le bon contrevenant, et il n'y avait aucun risque d'erreur. Maintenant, pour des raisons clairement de rentabilité, on a réussi en l'espace de quelques années, et c'est un vieil avocat qui vous parle avec 30 années de pratique, donc, ça ne se voit à pas. multiplier par 1200 le nombre de PV d'excès de vitesse dressés en France. Ça, c'est de l'inflation. 1200. Hein, on est passé d'environ 1 million de PV pour excès de vitesse à 11-12 millions. Bravo de progrès. C'est un bon progrès, surtout pour Bercy, qui va très bien, merci beaucoup. 1 milliard de rentrées financières dues aux radars automatiques. Pour eux, ça marche. Ça marche même très bien. D'ailleurs, le jour où ils privatisent, je suis déjà sur les rangs, je rachète tout. Exactement. Bien, blague à part, qu'est-ce qui se passe à cause de cela ? C'est qu'il y a des petits malins qui se disent « j'ai une chance sur 20, sur 30 de me faire intercepter ». Et les 3/4, qu'est-ce que je dis, 95% des PV qui peuvent être dressés le sont avec appareil automatique. Donc, la fausse plaque, c'est un investissement. C'est une très bonne idée. Je n'ai pas dit ça, je ne le conseille pas. Mais lui, moi, je ne l'ai pas entendu. Lui, il se dit ça. Ouais. Il se dit ça. Il se dit ça pourquoi ? Parce qu'en plus, quand il est très malin, qu'est-ce qu'il fait ? Bien sûr, il va prendre une fausse plaque correspondant à une voiture de la même couleur et du même type, qu'il va repérer dans la rue, dans la même ville où circulent les deux voitures. Et s'il est totalement pervers, il va mettre une fausse plaque à l'arrière. Je vous signale à cette occasion, 90% des PV sur excès de vitesse, 100% en matière de radar feu rouge sont pris de l'arrière, et un bon numéro à l'avant. Comme ça, si en plus il se fait prendre et que le policier regarde l'avant plutôt que l'arrière, il n'y aura aucun problème. Et c'est souvent l'avant que regarde le policier. S'il regarde l'arrière, il dit « Mais monsieur, dites donc, là, votre plaque, elle n'est pas bonne, et ce n'est pas le même numéro. Devant, c'est la bonne, c'est comme la carte grise, derrière, c'est pas bon. » Mais quel est cet imbécile de garagiste qui s'est trompé ? Il a mis la bonne devant, la mauvaise derrière. Mais c'est une honte, je vais lui faire un procès. Et en général, vous n'êtes pas poursuivi. Ouais. Bon, par contre, pour tous les radars automatiques, bien entendu, qui c'est qui va avoir la bonne surprise ? C'est vous qui n'étiez pas effectivement là, votre voiture surtout n'était pas là à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez courir, demander conseil à votre avocat, et dans un commissariat proche en disant « Oh là, je veux porter plainte pour usurpation de plaque ». Vous allez tomber sur un policier ou un gendarme qui va vous soupçonner d'être en train de lui monter un bateau, très souvent, qui va finir par accepter votre plainte, à l'issue de laquelle vous allez pouvoir demander un changement d'immatriculation. Mais pour vous sortir de ce guêpier et de ce PV, si vous respectez la loi, il faut consigner en général 135 € pour prouver que vous êtes innocent, et vous avez intérêt à avoir un alibi. Oui, il faut prouver que ce n'était pas nous, effectivement. Faute de quoi, vous serez poursuivi dans le doute, même voiture, même couleur, même type, même ville. Votre alibi, vous allez avoir du mal à l'avoir. Ce n'est pas comme si c'était à Marseille, que vous habitez à Paris. Et vous risquez d'avoir effectivement de très gros soucis. Je le signale à cette occasion. J'ai eu l'occasion d'en parler avec feu le défenseur des droits, M. Dominique Baudis, qui m'avait dit que c'était un énorme contentieux qui arrivait dans ces bureaux, car maintenant, il y a de vrais problèmes à ce sujet-là. Ça serait bien que les pouvoirs publics reprennent un petit peu les choses à la base. Donc, faute à l'usurpation d'identité, en plus faite de manière vraiment très très précise pour que vous ayez toutes les chances de ne pas vous en sortir si on pense que c'est vous. On ne pensait pas à ça, tiens, voilà, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. J'espère que ça ne vous empêchera pas de dormir, mais c'est un vrai problème. Je vais mettre ma voiture au garage, fermer à double tour et je vais mettre mes plaques sous housse. Merci beaucoup en tout cas Eric, merci à tous les trois d'être passés nous voir ici avocats et vraiment c'est très intéressant dans toutes les matières. On répond à toutes vos questions, je pense que vous vous régalez bien, nous aussi. Rendez-vous sur www.avocat si vous souhaitez revoir d'ailleurs toutes les émissions depuis l'origine, depuis la date de la moto d'Eric. C'est pour vous dire, ça monte vraiment très très loin. Je ne sais même pas si on avait encore une caméra ici. À bientôt pour un autre ami avocat. À très bientôt. Salut.